D'abord, je suis Imad Conso, professeur à l'université Paris-Saclay, associé de la recherche et un peu de l'enseignement à la faculté de pharmacie, où je travaille en microbiologie, qui est une de mes spécialités. Je suis infectiologue et microbiologiste, et je travaille dans les relations hôtes pathogènes, donc les maladies inflammatoires intestinales, les infections intestinales, et je travaille un petit peu sur la régulation de l'inflammation. Et à l'hôpital, en tant qu'infectiologue, je travaille dans un service de médecine interne, à l'hôpital Antoine Becler, la PHP, à Clamart. Et évidemment, mon service a fait face à l'épidémie, à la pandémie dès le début. Et donc, nous avons tous, médecins de mon service, été enrôlés dans la prise en charge des patients. Et par rapport à l'expertise vaccinale, en fait, j'ai l'expertise que nous avons les infectiologues, ou tout médecin généraliste, mais c'est surtout qu'il a fallu se mettre un petit peu à la page pour suivre de très près ces vaccins novateurs d'ailleurs, qui apparaissent et qui sont donc à notre disposition à partir de maintenant, et qu'il a fallu donc comprendre leur fonctionnement. Pour ma part, dans mes recherches fondamentales, je travaille avec des micro-ARN. Et en fait, mon expertise dans ces micro-ARN et dans les modèles animaux pour l'utilisation de ces micro-ARN en thérapeutique. Et donc, c'est un peu cette partie d'expertise que j'apporte pour comprendre un tout petit peu les vaccins ARN notamment. On a actuellement plus d'une dizaine de candidats vaccins qui sont en phase 3. Donc, quand j'entends phase 3, c'est qu'ils sont à la porte de la commercialisation et de la mise sur le marché. En l'occurrence, 2 d'entre eux, le premier, celui de Pfizer, avec une plateforme de vaccination à base d'ARN messager, celui de Pfizer, a obtenu déjà l'autorisation de mise sur le marché par l'agence américaine du médicament, la FDA. Le deuxième, qui est celui de Moderna, est actuellement aussi en train d'avoir cet AMM aux États-Unis. Le premier de Pfizer a eu aussi également une AMM en Angleterre, et les vaccinations ont démarré également dans ces 2 pays anglo-saxons. Bientôt, l'agence européenne du médicament et ils ont promis, par la pression de l'Allemagne, qui est impliquée dans la fabrication de l'un des vaccins, l'agence européenne va probablement valider ou donner en tout cas son autorisation à celui de Pfizer le 21 décembre. À partir de là, beaucoup de pays européens vont démarrer parce qu'ils ont déjà œuvré pour préparer la chaîne de froid et la chaîne de vaccination. On va démarrer probablement fin décembre dans les premières phases de vaccination. Alors, je tiens à préciser que ces 2 vaccins, encore une fois, sont ceux qui, après la phase 3, auront bénéficié d'études d'expertise aussi bien américaines qu'européennes, mais 2 vaccins encore existent et sont en train, avec des plateformes technologiques différentes, et sont en cours d'utilisation en phase 3 déjà, en Chine, Sinovac et l'agent, et le promoteur, et un autre en Russie. D'ailleurs, un deuxième vaccin russe est en train de se mettre en place également, mais ces vaccins n'ont pas bénéficié d'études scientifiques dans nos pays occidentaux, et donc ils n'ont pas encore fait la demande ni l'objet d'études de dossiers réglementaires. 2 plateformes, Pfizer et Moderna, attention, elles viennent des 2 start-up, comme on les appelle, des entreprises de développement, de recherche et développement, et c'est des grandes firmes pharmaceutiques qui ont apporté l'aspect financier pour pouvoir développer ces 2 plateformes. Donc ça ne vient pas des grands laboratoires, ça vient justement 2 start-up différentes qui travaillent depuis des années sur les technologies ARN. Les études de phase 3 qui sont dans les mains des appareils réglementaires ont montré
que ces vaccins sont très bien tolérés, heureusement, et que les effets secondaires qu'on observe sont des effets secondaires classiques. Douleur dans le site d'injection, douleur à type courbature musculaire, et la fièvre, et éventuellement, oui, non, c'est pratiquement ça, uniquement. Il y a eu donc il y a eu quand même 40 000 personnes enrôlées dans les études de phase 3 et qui ont donc permis d'obtenir ce type d'effets secondaires. Mais la sécurité du vaccin a été prouvée lors de ces études de phase 3. Maintenant, il faut attendre un nombre beaucoup plus important de personnes vaccinées au cours de l'utilisation sur le marché afin de déceler des effets indésirables plus rares qui peuvent apparaître. Et par exemple, on a vu déjà en Angleterre 2 patients très allergiques qui avaient besoin d'adrénaline, d'avoir une ampoule d'adrénaline au cas d'urgence. Ces 2 personnes ont eu une réaction allergique immédiate, mais elles s'en sont sorties sans aucun problème. Et aux États-Unis, il y a eu un cas similaire d'une personne qui était allergique mais qui n'avait pas besoin d'adrénaline. Et en fait, cette personne a eu aussi un effet secondaire de ce type-là. C'est le retour que nous avons jusqu'à présent. Le premier qui va être importé par la France, et il y a déjà des millions de doses d'achetées, c'est le Pfizer. D'ailleurs, ils ont préparé, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, les chaînes de froid à respecter, moins 80, donc il faut la carboglace, c'est-à-dire la neige glacée, comme on dit en France. Cette carboglace permet, et ensuite il faut aussi stocker dans des congélateurs à moins 70, moins 80 degrés, afin d'assurer la chaîne de froid. Donc là, c'est très strict. Il y a déjà un système de transport, de stockage à différentes régions, dans différentes régions de la France. La fabrication va se faire en Belgique. Il y a des laboratoires en Belgique qui vont se charger de la distribution vers la France, l'Allemagne, et donc ça va se déployer dès lors que nous aurons l'autorisation de mise sur le marché émise par l'Agence européenne le 21 décembre. Donc fin décembre, c'est prévu qu'on démarre probablement les premières phases de vaccination en France. Oui, donc parce que c'est la toute première qui a bénéficié, qui a été examinée par l'appareil réglementaire, l'Agence européenne, et viendra ensuite, bien sûr, Moderna, qui possède la même plateforme technologique, c'est-à-dire un ARN messager. Donc, pour répondre à votre question, simplement, 2 premiers vaccins vont bénéficier de la commercialisation en France et vont permettre donc de démarrer la vaccination. Je tiens à préciser que d'autres vaccins sont en cours, sont en préparation et en validation, et à mesure que ces vaccins seront validés et approuvés par les agences des autorités sanitaires, ils seront commercialisés, achetés et commercialisés. La France a déjà passé des précommandes pour les vaccins les plus avancés avec des plateformes différentes. Donc il y aura des vaccins aussi adénovirus et des vaccins donc ABN qui pourront être, et des vaccins avec des protéines recombinantes qui pourront éventuellement être utilisés également. En France en particulier, alors l'idéal, si on parle de bon sens, les populations prioritaires seraient les personnes à risque. On sait pertinemment que l'âge joue un rôle majeur, le sexe masculin, le diabète, notamment du type 2, l'hypertension artérielle, et donc et bien sûr le surpoids, l'obésité. Donc ces éléments, ces critères de risque constituent, si vous voulez, l'élément important pour pouvoir décider d'une première population à vacciner. En France, le gouvernement et les autorités sanitaires, l'ARS et l'État, le ministère de la Santé, ont décidé de déployer en différentes phases de vaccination, et il se trouve qu'il y aura une première phase de vaccination pour les résidents des établissements d'accueil de personnes âgées et résidents de ces services de long séjour, donc les fameux EHPAD. Et donc, les personnes âgées résidant dans les EHPAD, les personnes âgées
autonomes chez elles, mais qui seront suivies par leurs médecins traitants, et les personnes qui travaillent justement auprès de ces personnes qui le souhaiteront. Bien sûr qu'il sera demandé un consentement éclairé pour les personnes lucides afin de leur demander l'autorisation de les vacciner, car le vaccin n'est pas obligatoire. Encore une fois, pour les deux vaccins qui démarrent, qui sont en tête de course, parce que les autres vaccins sont des technologies différentes. Pour ces deux-là, qui correspondent à des vaccins ARN, c'est donc une petite molécule d'ARN messager qui va être protégée aux extrémités par des séquences qui évitent qu'il soit dégradé très vite, et ensuite protégée par une capsule, disons une couche lipidique, des nanoparticules, qui leur permettra d'entrer dans le cytoplasme de la cellule. Donc sur le site d'injection, mettons intramusculaire, les cellules vont capter cet ARN messager, il va rester dans le cytoplasme, il ne sera pas dégradé tout de suite, et il va entraîner la synthèse de protéines, parce que ce qui est codé dans ce gène d'ARN messager, c'est la protéine de surface de spike, la spicule du virus, et cette protéine qui déclenche une réponse immunitaire, donc du virus, va pouvoir donc être produite par ces cellules localement, et ensuite ces protéines vont déclencher la réponse immunitaire comme si c'était le virus qui était entré entier, et donc les anticorps et la réponse cellulaire T qui va se déclencher contre cette spicule, cette protéine virale, va ensuite permettre d'éviter que le virus se dissémine dans le corps, et quand on va être en contact avec le virus, eh bien, les anticorps neutralisant et vont pouvoir éviter que les cellules soient infectées. Les autres technologies vont, avec adénovirus ou avec des protéines recombinantes, vont classiquement, pareil, faire synthétiser les protéines du spike, notamment virales, mais d'autres protéines probablement du virus, et ensuite la réponse immunitaire de manière classique va se déclencher pareillement. Une différence importante avec d'autres technologies et d'autres plateformes, c'est en fait le fait que des virus entiers, tout inactivés qu'ils soient, sont beaucoup plus complexes, et en fait on n'avait pas obtenu une bonne réponse immunitaire avec ce type de Covid, de coronavirus, MERS, SARS, et donc on avait eu plus de difficultés. Il se trouve que le vaccin chinois actuellement en cours d'utilisation appartient à cette technologie, et visiblement ils obtiennent une bonne réponse immunitaire également. Pour l'instant, il est conseillé d'éviter la vaccination à des personnes très allergiques, des personnes qui font des réactions brutales, comme l'œdème de Quincke, comme les grandes urticaires, ou des réactions d'œdème du glotte lors des piqûres d'insectes, donc des réactions brutales allergiques. Pour ces personnes, il est nécessaire de reporter un peu la vaccination tant qu'on n'a pas des données un peu plus précises. De toute façon, je tiens également à préciser que tant que le déroulement de la vaccination va se mettre en place et se poursuit, nous devrons continuer à garder nos mesures barrières, parce que je sois vacciné ou que j'ai été infecté, on ne sait pas comment ça va évoluer tout ça, et donc nous devons garder la prudence avant de relâcher tout ça et de reprendre une vie normale, question qu'on pourra peut-être discuter plus tard. Les deux vaccins qui sont, encore une fois, les premiers à rentrer dans le marché de la vaccination, et donc à la vaccination en masse, ces deux vaccins nécessitent, en l'occurrence pour celui de Pfizer, 2 doses, parce que la première dose permet d'atteindre un niveau d'anticorps important, mais visiblement pas suffisant, et donc on obtient une protection davantage importante lorsqu'on a une deuxième vaccination 28 jours après. Donc
probablement 2 doses pour le Pfizer, probablement 2 doses pour Moderna également. C'est ce qui a été préconisé notamment dans les études de phase 3. L'idée étant qu'on diminue quand même les doses, quitte à renforcer avec une deuxième dose de rappel. Pour les autres virus, il faudra attendre les résultats des phases 3 d'efficacité pour savoir si une seule dose sera suffisante. L'immunité collective, d'une manière générale, pour des maladies virales comme celle-ci ou autres, la rougeole, la rubéole, la varicelle, etc., elle est atteinte lorsqu'on dépasse à peu près 60% d'une population. C'est variable selon la maladie virale, mais on va dire grosso modo, pour simplifier, à peu près ça. On espère et aspire que pour le coronavirus, la maladie à coronavirus, on atteigne au moins 50%. On prend en compte le fait qu'il y a des personnes qui sont réticentes aussi à la vaccination, et ça s'est développé ces dernières années. En France, on connaissait déjà beaucoup cette réticence d'une certaine frange de la population, mais de manière globale au niveau mondial, les gens sont devenus assez méfiants. Donc, si on arrive avec les calculs et les projections des collègues épidémiologistes, si on arrivait à atteindre 50%, on serait déjà assez proche d'atteindre une immunité collective, c'est-à-dire une barrière pour la dissémination du virus et probablement arrêter sa transmission. Je tiens à préciser qu'en France, par exemple, on atteint à peine 10% en fait, avec l'infection à coronavirus naturelle, forcément, et donc c'est totalement insuffisant pour protéger la population. Ça, c'est la grande question. Ça, c'est le cadeau que tout le monde demande au Père Noël. Ça, c'est tout ce que le monde entier demande. Bien malin qui puisse répondre à cette question. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'habitue un petit peu. Je sais que culturellement, c'est très compliqué. Il n'y a que certains pays asiatiques qui ont réussi depuis des années à enrayer des épidémies similaires, parce que justement, ils ont adopté des comportements et des barrières importants, utilisation de masques, lavage des mains, isolement et peu de contacts interpersonnels. Mais, et puis ça fait ses preuves, tout ça. Il y a des pays nordiques, par exemple, où le contact est faible aussi, le contact humain, les gens sont un petit peu plus réservés. Nous, latins, autour de la Méditerranée et tout ça, et en Amérique latine, c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, on peut en rire, mais c'est vrai que c'est difficile. Ce que je peux dire, c'est que parce que cela va dépendre aussi de l'adhésion vis-à-vis de la vaccination. Si on arrivait à avoir un vaccin sûr, ce qui semble être le cas, un vaccin pas dangereux donc, sûr, efficace, ce qui semble également être le cas, et exempt d'effets secondaires à moyen et à long terme, ce que j'espère, je pense que la population va adhérer rapidement, et donc ça nous laissera quelques mois pour atteindre la fameuse immunité collective, en espérant que ça dure au-delà quand même d'un an, voire plus. Pour certains coronavirus, ça peut atteindre 3 ans, comme on l'a démontré pour le MERS et le SARS. Donc pourquoi pas espérer que ça soit le cas pour le SARS-CoV-2. Donc, comme on s'est focalisé sur la protéine spike de la surface du virus, bien entendu que l'immunité humorale, je parle de l'immunité humorale, donc des anticorps neutralisants, parce que je ne parle pas de l'immunité cellulaire T qui semble aussi jouer un rôle important. Donc par rapport à cette immunité humorale, il est important de suivre justement. Or, on sait qu'il y a eu des mutations, notamment sur cette spike, sur la séquence donc, de l'ARN et ensuite de la protéine, qui peut modifier un tout petit peu la protéine du spike. Jusqu'à présent, parce que je vous signale qu'il y a quand même un certain nombre de chercheurs virologues qui suivent, qui séquencent. Donc il y a plusieurs laboratoires dans le monde
qui séquence des souches provenant de différents endroits. Des mutations ont déjà été remarquées, détectées. Des hypothèses comme quoi ça pouvait être des souches qui se répandaient davantage, mais qui étaient peut-être moins virulentes. Ce sont que des hypothèses, personne n'a pu démontrer ça réellement. Néanmoins, il existe donc des mutations. Tous les virus mutent parce que plus on se multiplie, plus on a le hasard fait qu'il y a des mutations. Donc ces mutations, pour autant, ne sont pas aussi importantes chez les coronavirus. Les coronavirus mutent, c'est normal, ils se répliquent, mais ces mutations semblent ne pas avoir un grand impact comme pour d'autres virus que nous connaissons et qui font des mutations assez importantes, notamment des mutations de résistance. C'est le cas notamment bien sûr du virus VIH et puis d'autres virus connus également comme le virus de la grippe en l'occurrence, qu'on connaît tous les ans et c'est la raison pour laquelle on fait un vaccin tous les ans. Donc, il est vrai que ces mutations ont été répertoriées, elles continuent de l'être et pour l'instant, aucune de ces mutations, heureusement d'ailleurs, ne semble pas impacter l'immunité, donc ne semble pas toucher les épitopes, comme on dit, de la surface de la protéine, reconnus par les anticorps. Les anticorps produits à l'issue d'immunisation avec les vaccins qui sont en cours montrent que ces anticorps reconnaissent les spikes de certains virus même mutés. Ça donne un espoir et espérons que ça tienne comme ça. La réponse, elle va être donnée au fil des mois tant que cette surveillance est maintenue et il la faut. En principe, on a démontré que donc, les personnes qui ont eu la Covid avaient développé une réponse immunitaire. Après, on a beaucoup parlé de rechute, de réinfection, parce qu'il y a eu des cas répertoriés, certes isolés, de réinfection, parce que les personnes avaient été positives, le virus avait disparu, donc elle devenait négative au test PCR nasopharyngé, et réapparaissait 2 mois, 3 mois après comme étant positive. On ne sait pas exactement comment expliquer ça. Il est possible que ces personnes aient une perte d'immunité initiale et que ces personnes aient développé une deuxième infection. C'est une minorité, j'entends des cas isolés, j'espère que ce n'est pas la règle. Ça a remis en cause à un moment donné qu'on puisse avoir développé un vaccin, mais finalement, ça c'est resté assez marginal. Il n'empêche que un deuxième boost, comme on dit en anglais, un rappel, par le biais cette fois-ci d'une vaccination, ne semble pas être délétère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors des essais avec des volontaires sains ou des volontaires qui avaient eu, qui étaient enrôlés dans les essais cliniques de phase 3 et 2, avaient déjà eu la Covid et ces patients n'ont pas déclenché une réponse exagérée ni une réponse négative. Donc, c'est pas complètement exclu. Le conseiller, ça peut être s'il n'y a pas d'effet secondaire et que effectivement le vaccin est suffisamment sûr, c'est pas contradictoire, ce n'est pas contre-indiqué en soi. Donc, il n'y a pas de directive pour l'instant. Par contre, il est intéressant pour revenir à l'histoire d'éventuelles réinfections, les fameuses réinfections, pour rassurer la population, si tant est qu'elles existent, elles sont avec des expressions cliniques moins graves, fort heureusement. Donc, si effectivement une personne a pu perdre une immunité, on a même évoqué qu'une minorité de personnes puissent ne pas garder une bonne immunité, eh bien, une vaccination peut se faire. Ce n'est pas pour l'instant contre-indiqué. On n'a pas de preuve que ça soit délétère. Les professionnels du secteur de la santé sont inclus dans la phase 2 de la campagne de vaccination. En fait, les personnes âgées de plus de 75 ans et le personnel médical et non médical, donc de santé, sont dans cette frange de la phase 2 de vaccination.
Donc, je disais que la phase 1, c'était les EHPAD et le personnel associé et les personnes âgées seules vivant par le médecin traitant. La phase 2, ça va être justement ce personnel médical des secteurs de la santé de 50 ans et plus. Ça donne une indication de hiérarchisation. Les jeunes pharmaciens, les jeunes médecins peuvent attendre un tout petit peu, effectivement, déjà de voir venir. Donc, il ne faut pas non plus le tout vaccin. Je pense qu'il faut être raisonnable au fur et à mesure que les choses vont se mettre en place, parce que les personnes jeunes sont moins à risque, encore une fois, parce que en dehors des personnes à risque, bien sûr, en dessous de 50 ans. Mais pour les personnes en dessous de 50 ans, elles peuvent attendre un tout petit peu. Nous, on le fera en phase 3, donc ça nous ramène plutôt à février-mars. Et ça laisse effectivement un peu plus de sécurité, de voir venir comment nous réagissons, nous autres, en première phase. Mais c'est déjà rassurant de voir que les personnes âgées, les personnels des EHPAD et toutes ces personnes auront testé le vaccin aussi sur le terrain. Sachant qu'évidemment, il n'y a pas que qui sont des cobayes, les Anglais ou les Américains auront été des cobayes également, mais les cobayes ont été aussi les 40 000, 70 000 personnes, placebo inclus, qui ont été enroulées dans les phases 3 de ces essais. Donc, pour répondre clairement à votre question, ils sont inclus dans la campagne en France, en phase 2 les médecins, en phase 3 les personnes à risque plus jeunes ou pas, et tout le secteur de santé sera inclus au milieu donc, de la campagne de vaccination, à savoir phase 2 et phase 3. Et donc voilà, à chacun de juger, mais effectivement, si on est en contact avec des personnes à risque, on va garder nos mesures barrières. Je tiens à remarquer qu'en Amérique et du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, beaucoup de personnel de santé a été atteint par la maladie et des formes graves, même des personnes en dessous de 50 ans, et qu'il y a eu beaucoup de mortalité. Donc ça ne nous dédouane pas, nous, personnel médical et paramédical, de garder nos masques, de garder nos mesures barrières et de faire comme il faut le temps qu'on arrive à avoir une immunité collective. En tout cas, espérons-le. En fait, j'ai été assez touché lorsque Myriam m'a contacté en nom de la Fédération algérienne de pharmacie, parce que bon, d'abord, je suis très lié aux pharmaciens, même si je suis médecin, bon voilà, nul n'est parfait. La faculté de pharmacie, de l'université Paris-Saclay, j'y travaille, je fais ma recherche, je côtoie et j'enseigne aux pharmaciens qui sont mes élèves et que j'adore. Et donc, effectivement, pour moi, c'était naturel, ça coulait de source que de vouloir converser un petit peu avec vous, discuter. Et je suis encore une fois très honoré que vous m'ayez invité. Et le travail que vous faites est super, vraiment génial. Continuez et bon courage et surtout bravo pour ce que vous faites. Tout d'abord, je vous salue tous. Ça m'a fait un immense plaisir de partager avec vous notre expérience ici en France, évidemment, ou ma petite expérience dans le sud de la région parisienne. Évidemment, nous avons été tous touchés par ce qui nous arrive actuellement dans le monde. Donc, c'est un grand honneur pour moi de participer, de partager. Je suis très touché par cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi et il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et de vous souhaiter, à nous tous, de vous souhaiter et nous souhaiter une nouvelle année pleine d'espoir et de réussite par rapport à cette situation terrible que vit la planète.